risque. Alors, comment faire? Premièrement, il y a l'outil qui est important, c'est l'outil Pestel. Et l'outil Pestel, dans la présentation, je l'ai partagé en deux pour un petit peu qu'il soit lisible, qu'il soit clair et qu'il soit facilement lu. Nous avons ici la partie politique, économique, sociale. Dans l'analyse des enjeux, qui est une exigence pour identifier les risques et les opportunités, en tenant compte des enjeux, alors la norme ne vous donne pas, mais il vous demande de prendre en considération les enjeux internes et externes en premier lieu et prendre en considération l'ensemble des exigences identifiées en deuxième lieu. Donc, c'est une combinaison entre ces deux inputs et nous allons voir que pour la partie SWOT, et pas pour la partie Pestel, qui est l'outil le plus utilisé pour avoir une idée sur les enjeux internes et externes, et il faut passer en revue un certain nombre de points pour avoir un petit peu apprécié le risque et apprécier le niveau du risque. Et ce sont des choses qui sont complémentaires. Alors, la partie politique, stabilité du gouvernement. Alors, je donne l'exemple, par exemple, dans un pays où il y a une stabilité gouvernementale, il n'y a pas de problème au niveau à la tête de l'État. Alors, cette politique, cette stabilité, ça permet de mettre en place un environnement qui est favorable aux investissements, qui est favorable aux travaux, qui est favorable à l'économie, qui impose une stabilité sociale aussi, et qui, par la suite, maîtrise les risques. Prenons le cas où un État ou un organisme qui n'a pas une stabilité politique, une stabilité gouvernementale, et là, ça met en doute toute décision d'investissement, toute décision d'expansion, d'amélioration, et ça sème le flou dans l'environnement économique et social, bien sûr. Et là, c'est une notion qu'il faut prendre en considération. Il y a la partie corruption aussi, et surtout lorsqu'on a devant les marchés publics, c'est aussi une notion économique, mais c'est le pouvoir politique qui va agir sur le niveau de risque par rapport à la corruption. Qualité, la liberté de la presse, la réglementation, les tarifs spéciaux, les forces syndicales, la règle de concurrence, la participation des électeurs, les manifestations, les niveaux de subventions, les relations bilatérales entre pays, les importations-exportations, les contrôles du commerce, le lobbying, le budget public, les facteurs économiques, tout ça, ils sont maîtrisés et ils sont manipulés, si j'ose dire ça, par les instances politiques. Et chaque instance politique, on sait très bien qu'au niveau de la politique, au niveau du gouvernement, au niveau il y a ce qu'on appelle les tendances politiques en fonction des partis. Et chaque parti a ses propres principes, ses priorités, ses orientations. Et là, il a un point très important sur toute la partie d'atteinte des objectifs d'une entreprise, d'un organisme en matière de management de la qualité. Il y a la partie enjeux économiques. Les enjeux économiques, c'est le taux de croissance, le taux d'intérêt, le taux d'inflation, le taux de change, les crédits, les revenus disponibles, le niveau de dépenses, les déficits budgétaires, les évolutions du PIB, le chômage, le marché boursier, la fluctuation des prix, les facteurs sociaux. Il y a aussi la fluctuation des prix d'achat et des prix de vente. Tout ça, c'est économique. Prenons le cas actuellement. L'enjeu actuel par rapport à cette partie économique. Eh bien, effectivement, il y a une stagnation d'économie. Donc, l'activité économique, elle est presque à très faible vitesse. Donc, on n'ose même pas investir. Pourquoi? Parce que le client final n'a pas la capacité d'acheter, ou s'il a quelques ressources d'argent, donc ils sont limités. Il y a aussi ce qui est lié au chômage. Donc, la plupart des personnes sont actuellement au chômage. Donc, le pouvoir d'achat, il est très touché. Et si je table à mettre en place des objectifs, alors des objectifs doivent être bien sûr liés aux risques, sur les risques venant de la partie économique. Je ne veux pas me prononcer sur, par exemple, réaliser une augmentation du chiffre d'affaires de 10%, de 20%, de 30%. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a un risque économique
liées aux enjeux. Effectivement, lorsqu'on fait cette analyse, on s'aperçoit que effectivement l'enjeu économique il est très important. Le cas contraire, c'est qu'il y a un taux de croissance très important, le taux des intérêts au niveau bancaire c'est très réduit, le taux d'inflation est très réduit, le taux de change il est favorable pour le dirham marocain et aussi favorable pour l'entreprise fait l'export. Les crédits, donc ici, est facilité au niveau bancaire pour faire des crédits, pour faire des investissements, pour des crédits pour, par exemple, soutenir une commande ou un projet. Les revenus disponibles, donc il y a une liquidité, une trésorerie très facile, donc il y a un mouvement d'argent. Le niveau de dépenses est très réduit parce qu'il n'y a pas suffisamment de charges. Déficit budgétaire, il n'y a pas de déficit budgétaire, vous avez une trésorerie importante, vous avez des recettes qui sont importantes, et vous avez aussi des charges réduites. L'évolution du PIB national, ça c'est aussi important parce que quand l'évolution du PIB national est importante, donc ça veut dire qu'il y a une activité économique très importante. Si le taux de chômage est réduit, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont en activité, elles ont la capacité d'acheter le produit, d'acheter les prestations, et ça permet de faire bouger l'économie. Le marché boursier aussi, donc c'est un marché boursier qui est actif. Donc, il y a des ventes des actions, il y a soi-disant les réalisations des valeurs ajoutées. La fluctuation des prix, ça c'est aussi important. Si vous faites une analyse, une projection dans le futur et vous vous basez sur les prix de la matière première ou bien des prix de vente qui sont stables, alors là c'est bien, ce n'est pas le risque, mais le risque c'est une fluctuation. Et le risque dans les fluctuations, pour saisir un petit peu ça, c'est important. Le risque du prix, ça peut fluctuer vers le haut. Et là, on l'aime bien lorsqu'il s'agit d'un produit, mais on ne l'aime pas lorsqu'il s'agit d'une matière qu'on achète, d'une matière première qu'on achète. Alors, si les prix augmentent, alors on va poser la question, est-ce que les prix d'achat vont augmenter aussi ou uniquement les prix de vente qui vont augmenter? Et là, c'est toute la corrélation entre les deux. Donc, je suis devant une opportunité pour mon produit de vente, donc je vais le vendre à plus cher et je vais faire plus de marge. Mais malheureusement, c'est que le prix de la matière première que je vais acheter, il va aussi augmenter. Ça, pour moi, c'est un risque. Alors, comment le maîtriser? Ça, c'est aussi important. Et bien sûr, les facteurs sociaux de stabilité. Alors, pour la partie sociale, ça, c'est important parce que c'est un enjeu qui est important. Donc, prenons le cas où vous désirez vous installer dans un petit patelin, dans un petit village. Donc, il faut prendre en considération effectivement le facteur social. Si votre produit est destiné à la vente locale, alors là, il faut voir la taille de la population, le taux de natalité et mortalité. Est-ce que c'est une population jeune qui va avoir des enfants que la population va augmenter, ou il y a un taux de mortalité qui est important, c'est-à-dire que c'est une génération qui est vieille et qu'il y a un taux de mortalité important, et là, ça va réduire la taille de la population. Les mariages, divorces, c'est aussi important dans la partie sociale pour certaines activités. Alors, mariage, divorce dans certaines activités, par exemple, vous êtes dans tout ce qui est préparation des traiteurs ou bien les fêtes ou les événements, dans l'événementiel. Alors, quand il y a beaucoup de mariages, c'est une activité qui est à part, qui progresse. Ce sont des activités de plusieurs secteurs qui vont bouger. Et s'il y a suivi des divorces, donc c'est aussi un problème lié aux séparations des couples, donc un problème lié à la stabilité sociale des enfants, s'il y a des enfants, donc aux conflits qui vont rejoindre tout ça. Et là, ce sont des facteurs qu'il faut prendre en considération. L'immigration et l'émigration, ce sont aussi deux facteurs importants. Et ça, on le vit au Maroc, par exemple, et on vit dans le pays de l'Europe. Tout ça, c'est bien clair parce que les médias nous facilitent l'accès à ces choses-là. L'immigration, donc, c'est une perte de compétences, une perte de substances grises d'un pays vers un autre pays. Et le problème aussi, c'est que comme il y a des personnes qui quittent, alors là, le besoin en compétences, ça devient très délicat. Par contre, l'immigration aussi, c'est une opportunité. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont travailler ailleurs et ils vont ramener de l'argent au pays, à la famille. Et la famille, ils auront des ressources. Et les ressources, ils vont servir pour faire bouger l'économie nationale.
Tout ça, ce sont des choses qui sont très importantes à prendre en considération. L'espérance de vie, c'est aussi important pour certaines activités. Donc, on se base, est-ce que la moyenne de vie, c'est 60 ans, 65 ans, 70 ans? Et là aussi, pour les entreprises telles que les entreprises d'assurance, qui n'aiment pas avoir une espérance de vie, soi-disant, meilleure, il y a l'espérance de vie par rapport aux retraites, les caisses de retraite. Donc, les enjeux, ça change. Et bien sûr, entre une activité et un aspect de l'environnement, il y a beaucoup de liens et il faut à chaque fois, devant une analyse, voir là où l'enjeu est important pour vous. Là où l'enjeu est important, alors il faut prendre en considération l'enjeu pour un petit peu chercher les risques et les opportunités et bien sûr mettre en place les actions. Alors la répartition de richesse, c'est aussi entre les classes sociales et votre produit, il est destiné à qui? Est-ce qu'il est destiné à la classe riche ou bien la classe moyenne ou bien la classe pauvre? Les classes sociales aussi, c'est une différenciation. Les revenus par habitant, c'est aussi un élément essentiel important. Est-ce que le revenu par habitant, il permet à ses habitants de s'acquérir ou d'acheter votre produit? Si c'est le cas, très bien. Est-ce que votre produit est adapté à leurs revenus? Ça, c'est aussi important. Le mode de vie, c'est aussi important comme enjeu social. Votre produit est destiné à une population dont le mode de vie il est en adéquation avec votre produit ou votre produit n'a aucune valeur par rapport à ce mode de vie de cette population. La santé des personnes aussi. Et maintenant, on trouve très bien que ce qui se passe actuellement au niveau des laboratoires d'analyse PCR pour la COVID, donc c'est une opportunité devant plusieurs laboratoires qui se sont inscrits dans avec le ministère pour avoir les agréments pour commencer à faire des analyses. Et c'est une opportunité qui est importante. Le risque, c'est aussi important de faire des analyses qui sont erronées. Le risque important, c'est de ne pas respecter le timing de délivrance des résultats. En tout ça, il y a toujours des risques, il y a toujours des opportunités, bien sûr. Alors, il y a les attitudes de travail, les habitudes d'achat, ça assez important. Et les habitudes d'achat, il y a un impact important, c'est-à-dire le risque très important sur votre prévision en matière du choix d'investissement ou bien de produit qui est adapté. Donc, si vous ne prenez pas les habitudes d'achat des gens, alors là, vous serez à côté. L'éducation, les minorités existent dans une population, l'épargne, la technologie en relation avec le social. Maintenant, avoir un téléphone portable chez soi, c'est bon, c'est une technologie nouvelle, mais socialement, il a beaucoup d'effets négatifs aussi. Tout ce qui est échange d'informations, sur la médiatisation rapide, sur le change parfois de certaines informations qui sont fausses ou des informations qui peuvent perturber le fonctionnement pour un produit. Ça, c'est aussi important. Vous avez un produit, vous êtes un client qui est mécontent, donc automatiquement, avec la technologie, il peut faire des avis qui peuvent ruiner votre entreprise. Tout ce qui est technologie, environnement légal, ce sont des enjeux externes et internes qu'il faut prendre en considération. L'incitation technologique, les automatisations, les activités R&D. Maintenant, prenons le cas, par exemple, de la génération des téléphones actuels qui n'ont pas pu suivre l'évolution technologique, donc ils n'existent plus. Les changements technologiques qui existent jour en jour, si on n'arrive pas à suivre, alors l'entreprise va fermer. L'accès aux nouvelles technologies, c'est aussi important. Pour pouvoir échanger avec vos clients, avec vos salariés, avec vos parties intéressées, il faut avoir un accès aux nouvelles technologies. C'est que l'Internet, l'intranet, l'Internet, tout ce qui est cloud, tout ce qui est échange par le Wi-Fi, et tout ça, ce sont des éléments qui sont essentiels. Il y a l'innovation, et dans la technologie, on sait très bien qu'actuellement, la technologie il évolue à une vitesse très importante. Alors, il faut toujours chercher à innover pour surexister et pour rester en activité. Conscience technologique, c'est aussi important. Ça, c'est aussi par rapport aux copies, par rapport aux fraudes. Les infrastructures Internet, c'est aussi important. Et là, c'est une opportunité et c'est un risque. Alors, vous avez par exemple
une activité, vous échangez avec le client par mail et tout ce que vous faites, il est basé sur des échanges sur Internet, mais parfois, il y a une coupure de réseau, il n'y a pas de réseau qui est disponible, il y a un problème au niveau de vos PC, un au niveau de vos hubs, les répartisseurs, tout ça. Alors là, c'est un risque qui est très important. Il y a les risques liés à la malveillance, c'est-à-dire les virus, pour la partie informatique. Tout ça, il faut qu'il soit pris en considération. Et bien sûr, les infrastructures de communication et les cycles de vie de la technologie. L'environnement, c'est aussi important. La météo, le climat. Et là, vous voyez très bien que la plupart des sociétés qui vendent les vêtements, donc il y a des collections, il y a la saison de l'été, il y a la collection pour l'hiver, il y a la collection printemps. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'ils prennent en considération l'environnement pour adapter leurs produits à ce phénomène environnemental. La météo, le climat, ce sont éléments essentiels. Ils peuvent avoir des impacts comme ils peuvent avoir des opportunités. Par exemple, vous êtes dans le secteur du tourisme, la météo, donc on cherche toujours le beau temps, on cherche toujours le soleil. Vous êtes dans l'agriculture, on cherche que ce soit du gris, on cherche qu'il pleut. Et là, ce sont deux choses qui sont différentes par rapport à votre orientation, par rapport à votre position, par rapport à cet enjeu. Les politiques environnementales, c'est aussi important. Lorsque vous avez par exemple un produit ou une société qui génère des déchets dangereux, qui fait des gaz, des émissions atmosphériques dangereuses, et vous avez des politiques qui sont très sévères, alors c'est un enjeu très important pour vous. Et parfois, vous avez les décisions politiques environnementales ne sont pas claires, il n'y a pas une orientation politique, il n'y a pas de réglementation très sévère, alors là, c'est aussi un enjeu important. Les changements climatiques, c'est aussi important, parce qu'on sait actuellement qu'il y a beaucoup de changements climatiques, surtout tout ce qui est en relation avec le réchauffement climatique. Et là, c'est aussi important pour des projections dans le temps futur. La pression des ONG, les ONG sont les organisations non gouvernementales, et maintenant, ils ont une très grande importance, une influence sur les décisions politiques, les décisions économiques, sur les décisions sociales. Les catastrophes naturelles, oui, effectivement. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans une zone qui a connu des catastrophes naturelles, alors ça peut exister toujours. Si vous êtes en milieu qui n'y a pas une stabilité du sol et ça peut générer des catastrophes naturelles, alors c'est pour toute la pérennité de votre société. Parfois, les catastrophes naturelles, c'est une opportunité pour certains organismes. Donc, on vend les tentes, on vend les draps, on vend les couvertures, on vend les produits de première nécessité. Alors tout ça, c'est toujours, il y a des risques et il y a des opportunités. La pollution, bien sûr, le recyclage, les produits verts, les énergies renouvelables, tout ça, ce sont des enjeux qu'il faut prendre en considération. Pour les énergies, par exemple, vous êtes dans un milieu où il y a beaucoup de coupures électriques. Alors là, s'il y a beaucoup de coupures électriques, c'est un problème qui va générer des risques pour votre société. Vous serez incapable de réaliser les commandes dans les délais, vous serez incapable de produire un produit conforme d'une façon continue. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème lié aux coupures répétitives de l'énergie. La même chose de l'eau, même chose si vous êtes par exemple à côté d'une décharge, alors ça aussi, en matière environnementale, ça génère beaucoup de choses. Si vous êtes à proximité de certaines zones qui sont des réserves naturelles, alors là, c'est aussi un risque très important. Et tout ça, il faut qu'il soit analysé, bien sûr. En côté légal, il y a la partie discrimination, les lois anti-fraude, les droits de travail, la protection des consommateurs, les droits d'auteur des brevets, les lois santé et sécurité, lois sur l'éducation, protection des données et plein d'autres choses. Si on prend par exemple pour la partie droit du travail, donc il y a certains pays où la réglementation relative au droit du travail est très souple, donc il n'est pas très clair, donc vous pouvez faire beaucoup de choses. Et ça, c'est une opportunité pour certaines entreprises occidentales qui s'installent dans l'Asie ou bien en Afrique. Pourquoi? Parce que le droit du travail, il n'est pas tellement contraignant. Pourquoi? Parce que chez eux, il est très contraignant. Chez eux, c'est un risque très important. Donc, c'est une opportunité où il y a un manque, où il n'y a pas beaucoup de précision et
il s'installe au niveau de certains pays de l'Asie, ou bien de l'Amérique latine, ou bien de l'Afrique. Alors maintenant, la démarche à suivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire? On a vu toute la partie relative aux enjeux. Maintenant, la deuxième partie qui est relative aux exigences. Et on sait très bien que lorsque vous vous inscrivez par rapport à un certain nombre d'exigences, alors là, il faut commencer par identifier toutes les exigences. Si on identifie toutes les exigences, on prend en considération les risques et les opportunités et on met bien sûr en place des actions. Et comme ça, on est tout le temps conforme aux exigences. Si on n'identifie pas les exigences, on ne sait pas est-ce qu'on est conforme ou non conforme, et en lui-même, c'est un risque. Pourquoi? Parce que ça peut générer des arrêts d'activité importants. Alors, parmi les exigences, il y a un certain nombre d'exigences, mais c'est en fonction de l'organisme et en fonction des exigences qui sont en relation avec ces activités. Toujours, il faut commencer par tout ce qui est exigences légales et réglementaires. Ça, c'est primordial. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'avez pas le choix. Lorsqu'une exigence légale et ou réglementaire est applicable, alors ça, ce n'est pas le choix, c'est une exigence. Et il faut mesurer le risque. Si je suis conforme, c'est bien. Si je ne suis pas conforme, c'est quoi le risque? Alors là, il faut que le risque soit évalué d'une façon claire, d'une façon correcte, pour pouvoir l'apprécier d'une façon claire et bien sûr prendre la décision pour faire des actions. Tout ce qui est exigences normatives. Les exigences normatives, on sait très bien que généralement sont des exigences volontaires, mais quand vous vous engagez d'une façon volontaire à respecter ces exigences normatives, alors là, vous n'avez pas le choix. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de vous conformer à ces exigences. Alors, il faut les identifier et il faut voir toute la partie relative au risque de ne pas répondre aux exigences normatives. Par contre, dans les exigences normatives, il y a certaines exigences qui sont obligatoires, que vous avez choisies ou non. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés à une réglementation. Alors, il y a une réglementation, par exemple, qui vous impose de respecter une certaine norme. Alors là, la norme, c'est devenu obligatoire. Donc, vous respectez la réglementation à travers le respect de la norme ou bien des normes. Donc, il y a les normes ISO, il y a les normes NM, ce sont les normes marocaines, par exemple. Les normes CE, c'est les normes de la communauté européenne. Et il y a pas mal de choses. Comment? Si vous êtes inscrit dans, par exemple, tout ce qui est vente ou bien exportation, et vous exportez à certains pays, alors là, c'est aussi, il faut déterminer les exigences légales et réglementaires du pays de destination, les normes relatives aux produits de destination. Alors, votre pays de destination auquel vous avez envoyé vos produits, alors il faut voir quelles sont les normes, quelles sont les exigences chez le client pour pouvoir assurer que votre produit sera accepté chez votre client qui est hors votre pays. Il y a aussi les exigences et attentes des parties intéressées pertinentes. Ça, c'est aussi important. Pourquoi? Tout simplement ça. Parce que toujours il y a un risque. Si vous avez des attentes de vos parties intéressées qui n'est pas satisfaite et sur laquelle vous vous êtes engagé, alors là, il y a un risque de manifestation, il y a un risque de perturbation, il y a un risque d'arrêt d'activité, parfois il y a un risque de malveillance. Tout ça, il faut qu'il soit pris en considération. Les risques et les attentes par rapport aux parties intéressées, prenons le cas des clients. Vous avez un client et le client, qu'est-ce qu'il attend de vous? Il attend un produit conforme, il attend qu'il soit livré dans les délais. Ça, ce sont des choses primordiales. Alors, si vous ne respectez pas le délai, alors c'est une exigence d'une partie intéressée pertinente que vous n'avez pas respectée et ça peut ruiner votre vie d'entreprise. Comment? Le client, il peut ne plus faire confiance en vous, donc ne plus vous passer une commande et il va chez votre concurrent. Alors là, c'est aussi un risque très important. Une opportunité importante, vous êtes en mesure de répondre à un client et vous savez très bien qu'un des clients potentiels, il est en problème avec son fournisseur, c'est une opportunité pour vous de vous rapprocher de ce client et de répondre à ses besoins. Et comme ça, vous allez gagner pour vous cette opportunité. Pourquoi? Parce que vous avez un nouveau client et de nouvelles parts du marché. Les exigences relatives au personnel.
Alors, vous avez des attentes personnelles, des attentes de reconnaissance, de motivation, d'augmentation, de respect de paiement dans les délais. Tout ça, ce sont des exigences, des attentes des parties intéressées pertinentes, principalement le personnel. Sinon, il y a un risque de voir ailleurs, chercher d'aller ailleurs. Et bien sûr, chez qui? Principalement, c'est vos concurrents. Donc, ils vont partir avec les compétences, ils vont partir avec les secrets de votre avisé et ils vont ramener avec eux toutes les personnes ou bien les clients, les fournisseurs qui travaillent avec. Et ça, c'est un risque très, très important. Exigence implicite, produit-prestation. C'est aussi important. Il y a certaines exigences qui sont identifiées par le client en matière de management de la qualité. Ils sont définis dans le contrat, mais il y a plusieurs exigences qui sont implicites par rapport à vos produits et services. Et là, il faut répondre à ces exigences implicites. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de quoi? Un risque de non-conformité du produit ou de la prestation. Et une non-conformité, donc ça peut générer soit des frais supplémentaires de retouche ou bien de mise en conformité. Ça peut générer des pertes lorsque votre produit est non accepté par le client. Alors, c'est un risque aussi important. Et il faut mesurer ça d'une façon globale pour pouvoir prendre les bonnes décisions et mettre en place les actions qu'il faut. Et bien sûr, autre exigence. Et les exigences, ce sont des exigences qui peuvent émaner d'une partie intéressée, parfois non pertinente, mais ça reste toujours une exigence, ou bien ça reste toujours un risque. Autre exigence identifiée dans le cadre de vos relations avec vos partenaires, dans le cadre de vos relations avec votre environnement. Et là, il faut avoir une démarche exhaustive de l'ensemble des exigences. Et une fois que vous avez l'ensemble des exigences identifiées, à ce moment-là, vous allez passer en revue quels sont les risques et quelles sont les opportunités par rapport à chaque exigence. Et comme ça, vous serez dans l'exhaustivité et vous serez en mesure de répondre favorablement à vos clients et assurer la pérennité de votre entreprise, bien sûr, et son amélioration.